La journée a été très longue. On a souhaité, au cours de ces 2 journées, d'avoir à la fois des débats scientifiques, des réflexions politiques, mais aussi du débat. Et je crois que la table ronde précédente a montré l'intérêt de ces débats. Et avec le sujet qu'on va aborder maintenant, je crois qu'on va être à nouveau dans un débat très intéressant. C'est un sujet qui effectivement est très polémique, mais on va quand même préciser. Alors, juste une chose que je voudrais dire quand même aussi, c'est que ces perspectives de Combloux, elles traitent globalement d'un sujet très vaste qui est l'adaptation, le changement climatique et l'adaptation. C'est évident qu'il y a tellement de complexité de sujets qu'on ne peut pas traiter tout la même année. Donc cette année, on a décidé de se limiter à la question de l'eau, mais l'année prochaine, on va continuer et on abordera très certainement d'autres sujets qui ont été évoqués, notamment ces questions de biodiversité et autres. Là, on va parler des retenues collinaires. Ce qu'on veut bien préciser, c'est qu'on va parler des retenues collinaires. C'est-à-dire, on ne parle pas des bassines qui puisent l'eau dans les nappes phréatiques. On parle des retenues de stockage en montagne, en haut de bassin. Ça, c'est la première chose. Et donc, on a invité deux participants pour lancer ce débat sur ce sujet, qui sont tout à fait des participants pertinents. Donc, on a Jean-Luc Bock, qui est à la fois le maire de La Plagne, mais qui est aussi le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, et qui, en plus, est le président de France Montagne. Et puis, d'autre part, donc, Camille Gray, qui est de Mountain Rider, et qui est la cheville ouvrière de Flocon Vert. Donc, je sais que la NSM... En liaison d'ailleurs un petit peu avec Mountain Rider, vous avez fait un travail. Alors, pour revenir aussi sur les retenues collinaires, je dis bien, on parle de retenues qui sont à vocation multi-usage. Pas de retenues qui sont 100% uniquement pour la neige de culture, mais qui sont a priori pour des vocations multi-usage. Donc, on a un débat assez large. Je crois que ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que sur un sujet aussi polémique, effectivement, c'est important qu'il y ait du débat, parce qu'il y a des bons aspects, des mauvais aspects, il y a des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques. Mais pour éclairer ce débat aussi sur le long terme, on l'a mentionné déjà précédemment, je crois qu'il va être très important de faire des études scientifiques. Pour pas avoir simplement des débats purement dogmatiques. Je crois que c'est important aussi d'éclairer avec des études scientifiques. Alors, il y a déjà des études qui commencent à voir le jour. On va en parler brièvement. Mais je crois que ça, c'est aussi une bonne voie pour le futur. Mais enfin, en tout cas, ce soir, on ne va pas occulter le débat. Donc, je sais que la NSM a développé un livre bleu sur les retenues collinaires. Donc je vais laisser la parole à Jean-Luc pour nous présenter un petit peu les grandes lignes de ce livre bleu. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci Claude de m'avoir invité. Merci Guillaume. Déjà une petite chose et un chiffre qui est important, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont tout à fait dans la droite ligne de ce que l'on veut, c'est-à-dire changer le mode d'usage et changer aujourd'hui les consommations qui sont sur les territoires. C'est juste une obligation parce que sur ces territoires, on y vit à l'année. Le premier, l'intégralité, le volume des retenues collinaires en France, c'est 35 millions de mètres cubes. Les fuites sur les réseaux français, quels qu'ils soient, c'est 1,3 milliard de mètres cubes. Ça veut dire qu'avec une année de fuite en France, on fait de la neige de culture pendant 45 ans. Premier chiffre, c'est important.
Deuxième chiffre aussi pour parler de l'utilisation de l'eau en montagne, de l'eau potable. Même si quelquefois, Sylvain, les gens perdent la mémoire quand ils viennent en vacances, eh bien fort heureusement pas tous. Parce que je vais vous donner l'exemple de ma station où on a baissé de 15% depuis 10 ans la consommation, tout en ayant on va dire une utilisation et en fait une fréquentation qui est restée stable. On n'a plus de nouveaux clients, mais on a un maintien de la clientèle actuelle. Donc c'est très important. Deuxième chose aussi qui est importante avant qu'on rentre dans la discussion à proprement dit et technique des retenues collinaires, je crois que ça a été dit, il faut freiner aujourd'hui le cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau, si vous le stockez, vous le restituez à la nature à un moment où elle en a besoin, c'est vertueux et c'est bon pour elle. On vit dans cet espace, on vit dans ces montagnes, et ces montagnes sont les réservoirs au niveau français en ce qui concerne l'alimentation en eau. Et éviter que 80% de cette eau, en ce qui concerne les Alpes du Nord, finisse dans la Méditerranée et augmente le volume d'eau dans la Méditerranée pour un usage qui est bon pour personne, c'est peut-être une des vraies solutions à développer demain. La deuxième chose, il me semble que certains scientifiques avaient dit quelquefois que produire de la neige de culture en altitude permettrait peut-être de préserver les glaciers. C'est un petit peu utopique dans le cadre du volume qu'il faudrait fabriquer et de l'énergie que l'on consommerait pour y arriver. Mais dans l'absolu, c'est pas si bête que ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle d'études, on parle d'analyse. Eh bien, une étude vient d'être tout récemment sortie sur une station, c'est pas fait exprès, c'est la mienne, c'est comme ça. Après 1 an et demi d'études, Samuel Morin, que certains connaissent, a sorti une analyse et une étude de l'usage de la neige de culture, de l'usage du damage d'épices sur l'environnement et sur les effets que cela engendrait sur l'écosystème. Eh bien, n'en déplaise à certains, l'effet est quasiment nul. Avec juste une petite chose qui est importante, le fait de damer la neige, le fait de condenser les cristaux de neige et la neige de culture qui a une densité supérieure à la neige naturelle, elles font beaucoup plus lentement au printemps, elles irriguent les territoires beaucoup plus longtemps. Donc par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ce que j'ai entendu, aujourd'hui, c'est maintenant scientifiquement prouvé. Et certains détracteurs, c'est comme ça, on a l'impression, certains sont à l'extrême droite, d'autres à l'extrême gauche. Des fois, le milieu, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que la vérité, elle est ni d'un côté ni de l'autre et qu'il faut faire des efforts d'un côté vers l'autre et de s'écouter. Parce que scientifiquement, on arrive à prouver des choses et on vit tous sur cette planète. Et un dernier chiffre que je trouve complètement aberrant mais qu'on occulte tout le temps, pour fabriquer une batterie au lithium, c'est l'équivalent de la consommation en eau de 500 personnes pendant 1 an. Une batterie. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir fou sur cette planète? On parle des principaux gaz à effet de serre à destination des zones touristiques, c'est le transport. Qu'est-ce qu'on attend pour travailler tous ensemble, l'intégralité des acteurs économiques, techniques, des environnementalistes, sur le fait de décarboner nos destinations et de rendre au réseau ferré de France qu'il n'aurait jamais dû perdre au fil du temps. Aujourd'hui, on n'a plus de train, on n'a plus de TGV, on n'a plus de train de nuit. On devrait tous se battre là-dessus, décarboner les destinations. Ça fait 20 ans, Monsieur le Premier ministre, vous connaissez ça malheureusement par cœur, qu'on sait que la colonne vertébrale française en termes de destination, Lille, Paris, Lyon, Marseille est saturée. Donc il va falloir la doubler. Et il va falloir rendre à la France cette capacité touristique, parce que quand on passe des vacances en France, même si vous venez avec votre voiture à la montagne, votre empreinte carbone, elle est meilleure que de prendre un avion à destination de l'Asie. Et vous viendrez pendant 20 ans à Combloux en vacances et Claude vous accueillera, plutôt que de partir une fois en Asie. Camille, quelle est la position de Mountain Rider par rapport aux retenues collinaires?
Déjà, en introduction, bonjour à tous et à toutes. Mountain Riders, je reprécise quand même la raison d'être de cette association, hein, qui est une association d'éducation à la transition écologique en montagne. Donc nous, on va dire que notre combat au quotidien, c'est d'accompagner les acteurs des territoires, qu'ils soient jeunes, enfants, élus, acteurs économiques, citoyens, bref, d'accompagner en gros le changement de comportement pour que justement sur cette question qui est quand même centrale de l'eau, eh bien, on puisse avoir des citoyens éveillés, informés et qui soient en capacité d'avoir un avis, de pouvoir débattre, d'avoir en fait un langage commun. Et ça, nous, c'est notre combat. Et ce combat, il nous a amené il y a 10 ans à créer une démarche qui s'appelle le flocon vert, qui a été évoquée en pointillé sur les tables rondes précédentes. Et ce flocon vert, aujourd'hui, il est loin d'être parfait. Et puis, il est sans doute pas si vert que ça. En tout cas, chacun y voit son niveau de vert. En fait, ce que ce flocon vert, il permet, c'est surtout de mettre les acteurs autour de la table, d'oser pas être d'accord, de se poser des questions, de prendre certaines décisions. Il apporte un cadre aussi, hein, un référentiel qui donne un cap vers lequel aller. En tout cas, c'est une démarche, on va dire, de soutien et d'accompagnement au territoire. Et forcément, l'eau, il y a une grande place. Et il y a une place particulièrement transversale, parce que ce sujet de l'eau est bien plus complexe que le limiter à, je vais dire, la seule question de la retenue, en fait. Hein. C'est bien plus large que ça. Mais vous l'avez, les intervenants l'ont démontré avant. Donc, on traite ce sujet de l'eau de différentes manières. Par l'usage, par la ressource, on vient observer effectivement, est-ce que le territoire connaît sa disponibilité en eau? On parle de l'eau depuis tout à l'heure. En fait, la question de la disponibilité, alors là, on est sur un territoire qui l'a récemment étudié et qui en a connaissance et qui a partagé cette connaissance, donc qui commence à créer un langage commun autour de cette disponibilité. Il y a des territoires qui n'ont pas la chance d'avoir cette disponibilité en eau que Combloux a et qui sont des territoires sur lesquels il n'y a pas de disponibilité, ou en tout cas de disponibilité pas connue. Et donc, le message aussi que j'avais envie de passer aujourd'hui, c'est qu'il est hyper important d'écouter les scientifiques, vraiment. Parce que la vérité est là, en tout cas à la croisée de toutes ces pensées-là. Et qu'il est hyper important de croiser ça avec ce qui se passe localement, parce que la ressource en eau, à moins de 100 km là, à vol d'oiseau, elle n'est pas pareille dans les Bauges qu'elle l'est ici. Elle n'est pas pareille à Valberg, où parfois on a des réseaux d'enneigeurs qui sont du coup alimentés d'eau potable et non de retenue collinaire. Donc effectivement, c'est toujours une histoire de comment on regarde le verre à moitié vide, à moitié plein. Effectivement, un système d'enneigeurs qui est alimenté à 100% par de l'eau potable, est-ce qu'il vaut mieux pas une retenue? Oui, effectivement, a priori. Donc vraiment, nous, notre travail, c'est d'essayer de regarder ce sujet de l'eau dans sa globalité et d'accompagner les acteurs du territoire à prendre des niveaux de conscience et puis surtout des niveaux d'action, en fait. Parce qu'une fois qu'on a compris, et c'est ce qui se passe un petit peu cet après-midi, hein, on est aussi un peu paralysé. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis passée par différentes phases émotionnelles, hein, phase de peur, d'angoisse. Bon, là, c'est la fin de journée, je suis fatiguée. Mais en fait, ce sujet de l'eau, il est terrifiant. Et il nous renvoie à notre propre mort. Hein. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Et forcément, quand on arrive avec ce gros sujet sur une table de conseil municipal, autant dire que ce sujet, il est hyper vif. Donc, il est important d'y apporter des faits. Et ça a été hyper bien réalisé cet après-midi, d'y apporter des faits. Mais c'est aussi hyper important d'y apporter des espaces pour ne pas être d'accord, pour avoir des ressentis différents. On a tous une histoire et un rapport à l'eau qui n'est pas le même. Et ça, c'est hyper important de l'entendre. En tout cas, on essaie d'y donner une place dans notre démarche Flocon Vert. Je crois que ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu viens de dire, par exemple sur la prévision de nos disponibilités en eau, c'est vrai qu'à Combloux et dans la communauté de communes, là, aujourd'hui, on est dans une position favorable parce qu'on a eu ce travail qui vous a été présenté tout à l'heure par Delphine Six, qui est remarquable sur l'eau de Bionasset et de Miage. Mais c'est très intéressant de voir que ça a été possible parce qu'il y a eu des élus locaux qui ont senti ce besoin,
qui sont allés chercher la compétence scientifique à Grenoble avec Delphine et qui ont donné les moyens pour qu'elle puisse faire ses recherches. Et aujourd'hui, on a une étude et on a des éléments qui nous permettent de mieux envisager. Donc on voit comment ça se combine, ces différents acteurs, entre chercheurs et décideurs politiques. C'est un peu d'ailleurs l'idée de cette réunion, c'est d'établir des liens entre cette connaissance scientifique qui doit évoluer parce qu'effectivement, comme dit Étienne Klein, il y a des choses qu'on sait et il faut l'utiliser. Et puis, il y a encore des choses qu'on ne sait pas, mais il faut aller la chercher. Et effectivement, si je peux rajouter, c'est la vraie question de l'offre et de l'offre disponible en eau et des besoins qu'on en a. Donc, ces besoins-là, en fait, c'est pas des besoins qui sont des besoins et qui arrivent avec la fatalité d'un modèle économique dans lequel on est. Enfin, en fait, ces besoins, il faut les réinterroger. Ils se réinterrogent aujourd'hui dans le présent, mais tout à l'heure, la question de l'importance de la méthodologie du récit est hyper importante parce que ces besoins, en fait, ils se projettent aussi. Ce sera quoi le besoin en eau de Combloux dans 15 ans et puis dans 40 ans et ça, en fait, on a des scientifiques qui nous apportent des modèles et des éléments de cadrage de réponse, mais tout est à construire à l'intérieur. Et ça, c'est effectivement aux acteurs locaux, aux citoyens, de s'emparer de ce sujet. Donc je crois que le rôle du territoire et de ses acteurs, c'est de permettre ces espaces-là et de ne pas en avoir peur. Aujourd'hui, c'est de ce dont on a terriblement besoin et soyons pas d'accord, clairement. Mais par contre, travaillons à des méthodologies de consentement. Les consensus seront très difficiles sur ces sujets-là à obtenir, mais comment chacun va pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Je crois que c'est important, c'est qu'on touche vraiment des sujets qui sont très complexes. Et je pense qu'il faut travailler cette complexité. Et on voit aussi que localement, les solutions, les bonnes solutions ne seront peut-être pas les mêmes, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment dans cette complexité, on voit qu'il y a des innovations qui peuvent être très intéressantes. Donc ça, il faut les repérer, les mettre en valeur. Et par contre, il peut y avoir aussi des mauvaises pratiques qu'il faut documenter pour ne pas les reproduire. Et je pense que c'est intéressant de partager les expériences et d'aller étudier ce qui se passe et aussi chez les autres. Par exemple, les retenues collinaires, c'est un sujet qui ne touche pas que la France, qui touche toutes les Alpes. Et il y a beaucoup d'expériences en Italie, en Autriche, etc. Et je crois que la NSM a fait ce travail-là un petit peu de... Oui, alors à ce niveau-là, il faut juste refaire un petit peu d'histoire et je n'ai pas la prétention, étant donné les scientifiques qu'il y a dans la salle, de leur expliquer comment a fonctionné notre monde depuis 5000 ans. Ça fait 5000 ans qu'on construit des barrages et qu'on stocke la matière première qui est indispensable à la vie, l'eau. Si vous ne buvez pas pendant 3 jours, vous êtes mort. Si vous ne mangez pas pendant quelques jours, moi je sais que ça me ferait du bien. Mais en tout cas, la chose qui est sûre et certaine, c'est qu'à un moment donné, on n'a rien inventé, on n'inventera rien. Aujourd'hui, on pense détenir la vérité, on pense tout connaître. On est dans un dérèglement climatique ô combien important, on le voit. Et ce dérèglement climatique, il a d'ailleurs été évoqué quelques fois et tout à l'heure, je l'ai entendu. Ça veut dire qu'on aura des précipitations qui vont être très intenses pendant des temps très brefs. Et ensuite, on aura des périodes de sécheresse accrue. Donc, ça veut dire que pendant ces périodes intenses de pluviométrie ou de neige, il faut la stocker et la restituer à notre environnement et à l'homme sur le reste du temps. C'est la première des choses. La deuxième chose qui est très importante aussi, on est incapable vraiment, malheureusement, aujourd'hui de prédire le modèle parce que le modèle, il est tellement bouleversé. Et je parle du modèle climatique. Le climat, c'est sur du long temps et du long terme. Et la météo, c'est court terme. D'ailleurs, même en météo, quelquefois, il y a des erreurs assez flagrantes. Parce que tout est bouleversé, tout est chamboulé aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé dans les Rocheuses l'hiver dernier, donc aux États-Unis. Ils ont pris entre 15 et 25 mètres de neige. Ils avaient un problème, pas parce qu'ils avaient un manque de neige pour ouvrir leur station, ils en avaient trop. C'est quand même une aberration. Et tout dernièrement, vous avez les équipes du monde entier qui s'entraînent, les équipes de ski dans l'hémisphère sud, c'est comme ça. Ils prennent l'avion et ils vont s'entraîner donc au Pérou, au Chili ou dans des stations, en tout cas d'hémisphère sud. Et pendant 5 jours, ils n'ont pas pu skier, ils ont pris 7 mètres de neige.
Donc quand on voit ça, on se rend compte qu'il y a un vrai bouleversement et un vrai dérèglement. Et je pense que c'est nous, les êtres humains, qui devons nous adapter à ce dérèglement, qui devons essayer d'être de plus en plus vertueux dans le temps pour évidemment essayer à notre modeste niveau changer ce qui est en train de se passer, mais que c'est un fait indéniable, il est là, on le vit et on va le vivre avec des conséquences qui vont être de plus en plus extrêmes. En ce qui concerne les retenues collinaires, il est très clair que l'ANMSM, que j'ai la chance de présider, est contre les retenues collinaires simple usage. Et ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on l'écrit. Le multi-usage, ça veut dire quoi? L'utilisation de la retenue pour de l'eau potable en toute première restitution s'il y en a besoin. Évidemment, pour l'être humain. Ensuite, pour le bétail, parce que l'agropastoralisme en montagne, et Claude, tu le sais mieux que moi, c'est indispensable. Si on ne broute pas l'herbe, des pistes de ski, il faudrait la faucher. Donc mettre des moyens mécaniques pour la supprimer, parce que l'herbe, elle se couche, la neige, elle glisse dessus, et il y a des avalanches dans tous les sens. Et l'avalanche en montagne, c'est exactement la même chose que l'attaque du requin en mer, même si heureusement on n'a qu'une dizaine, quinzaine de morts par an, ce qui est encore trop, on est bien d'accord, ça laisse des traces malheureusement dans l'esprit collectif, comme quoi la montagne est dangereuse, la montagne elle est plus forte que nous, et ça tous les guides, Guillaume tu le sais particulièrement, la montagne elle est plus forte que nous, c'est comme la mer, celui qui se croit malin, à un moment donné il est dessous. Et tout ça fait qu'au fil du temps, on a besoin de travailler les uns avec les autres à ce changement d'usage, à ce changement de pensée que l'on avait. On va donner un exemple avec Domaine skiable de France. Il nous a été dit que les remontées mécaniques, c'est pas bien. C'est pas les remontées mécaniques. Les remontées mécaniques, elles sont toutes électriques. Toutes. Il n'y a plus de thermique ou quasiment plus. C'est tellement anecdotique qu'on ne va même pas le citer. Et derrière, c'était le damage qui posait problème et qui pose encore problème parce que le damage est thermique. Sauf que certaines sociétés, certaines structures ont déjà changé le carburant par du HVO, de l'huile. Ils ont évité 90% des émissions de gaz à effet de serre. Ils ont baissé de 90% leurs émissions et qui sont en train de travailler sur l'électrique et l'hydrogène et ce sera prêt d'ici 2 à 3 ans. Donc oui, la montagne est un laboratoire. Oui, on entend et on écoute ce qui nous est demandé et on doit être plus vertueux qu'ailleurs. D'ailleurs, j'ai la prétention de croire que dans quelques années, la montagne sera en avance sur tout le reste du territoire français et on montrera aux autres qu'on essaye de bien faire et de faire les choses correctement. Mais là encore, si on ne travaille pas le transport et le ferroviaire, on n'y arrivera pas. Oui, je voudrais quand même rappeler qu'on a étudié quand même l'impact carbone d'une journée de ski. Et que en fait, tout ce qui est lié au domaine skiable, les remontées mécaniques, etc., ça ne représente que 3% du carbone émis par une journée de ski. Et que le gros morceau, c'est quand même le transport et le chauffage. Et d'ailleurs, on a tous fait nos bilans carbone, on a tous ceux qui veulent se faire labelliser, tous ceux qui sont dans une démarche vertueuse, parce que la labellisation, tu le sais parfaitement, je te l'ai dit, en soi, pour moi, ça n'a aucune valeur. Se faire labelliser, si ce n'est pas mettre en action un futur et des actions futures avec des remises en cause journalières, quotidiennes sur notre fonctionnement, ça ne sert à rien. Se faire labelliser, c'est comme obtenir un diplôme. Si vous ne l'utilisez pas, vous avez perdu votre temps. Et pour les territoires, c'est exactement pareil. On doit changer nos comportements, mais on doit aussi travailler sur un avenir. Et quand on fait notre bilan carbone, évidemment, on a l'usage du transport. Mais on se rend compte aussi que le transport, même s'il est fait avec des voitures individuelles et si les personnes viennent en famille, l'impact n'est pas si important que ça sur le territoire et les gaz à effet de serre parce que le reste du temps, la semaine, quand vous êtes chez vous, vous utilisez votre voiture au quotidien. Que là, vous avez le trajet aller, le trajet retour et entre-temps, vous ne la touchez plus, votre voiture. Parce que les mairies, normalement, font ce qu'il faut en termes de stations pour mettre de la liaison interurbaine. Et si en plus elle est électrique avec des appareils de remontée mécanique, c'est juste parfait. Dernière question, Camille. Comment tu envisages de continuer
votre collaboration sur toutes ces thématiques entre Mountain Rider et la NSM. Est-ce que vous avez... Oui, et peut-être plus largement avec les territoires, parce que c'est là où on rend service. Notre service premier rendu, il est au territoire de montagne et pas la NMSM avec qui on travaille les sujets. Donc l'objectif, c'est quand même de se dire que, et je pense que ça sera peut-être davantage traité demain, mais qu'il y a quand même deux enjeux très importants qui aujourd'hui doivent être la responsabilité aussi des territoires de montagne. C'est effectivement retenir l'eau, mais c'est globalement ralentir en fait le cycle de l'eau. Donc dans la boîte à outils des possibles qu'on a aujourd'hui, la retenue, c'est un des outils qu'on a à disposition, mais ça ne peut pas être le seul outil, évidemment. Il y a un enjeu très important de toute façon de recréer, mais ça a été évoqué tout à l'heure, des zones humides, clairement de travailler au ralentissement des cycles de l'eau dans les cours d'eau. Enfin, il y a tout un tas de sujets, il y a tout un tas aujourd'hui d'outils, de pratiques qui ne sont pas des pratiques appelées grises, mais plutôt vertes, qui doivent arriver en combinaison avec cette solution. Mais ça ne sera pas l'unique solution, ou en tout cas, c'est pas nous ce en quoi on croit. Alors. Et juste une petite chose, parce que j'ai entendu un gros mot tout à l'heure, le ZAN. Ah, le ZAN, zéro artificialisation nette. Le ZAN, sachez juste une chose, mesdames et messieurs qui sont en zone de ruralité, ça va être une catastrophe. Je ne défends pas Laurent Wauquiez sur le sujet. D'ailleurs, il a fait une tribune, j'ai participé à cette tribune derrière, mais on ne peut pas être contre un projet national en étant dans une région. Ce n'est pas possible. C'est tout, ce n'est pas possible. Sauf qu'à un moment donné, on est en train de faire de nos stations l'inverse de ce qui était souhaité par l'origine des plans neige. Le plan neige, je vous rappelle, c'est un modèle social pour que les Français prennent des vacances en France, dépensent leur argent en France, ne partent pas à l'étranger et profitent des massifs montagneux de proximité. 70% de notre clientèle est française. Tu le sais, Sylvain. Donc, 70% de la clientèle qui fréquente nos massifs vient au maximum de 600-700 km. Vous allez me dire, si le transport, c'est en voiture particulière et seul dans la voiture, c'est sûr que ce n'est pas très bon. On est d'accord, 100% d'accord. Mais que derrière, à partir du moment où vous allez raréfier les constructions, vous allez empêcher la construction sans déborder, attention, des villages, parce qu'on a encore ce qu'on appelle des dents creuses. Mais quelquefois, c'est très compliqué de construire, parce que vous avez un système administratif en France qui vous empêche tout, qui vous bloque sur tout. Et quand vous voulez construire, si vous n'avez pas fait des études préalables sur le volume d'eau disponible pour les habitants en territoire touristique, c'est même pas la peine de déposer votre permis de construire, vous gagnerez du temps, parce que la réponse sera non. Donc, il va falloir faire très attention avec ça. Le ZAN va favoriser l'urbain et l'augmentation de la capacité dans les milieux urbains, dans les grandes villes, très exactement, au détriment de l'intégralité de la ruralité. Et le pire dans tout ça, dans la loi, de ce qui a été pondu dernièrement dans le ZAN, c'est que vous savez que jusqu'en 2030, à partir de 2030, elle va s'appliquer, vous pourrez construire que 50% de ce que vous avez construit sur les 10 années antérieures. Donc, si vous avez été le mauvais élève, que vous avez beaucoup construit, il y a certaines stations qui ont vendu énormément d'appartements de construction et de neufs, avec des prix complètement aberrants, où les gens locaux ne peuvent pas acquérir d'appartements ou de biens. Et bien, dans ces stations, on aura le droit de construire la moitié de l'aberration qu'on a construit pendant 10 ans. Et ceux qui auront été vertueux, qui n'auront pas construit, la moitié de rien, ça ne fait pas beaucoup. Donc vous voyez que le ZAN, il n'a pas été vraiment pensé territoire rural. On a été oublié là-dessus et il faut une petite différenciation. Et ça, c'est quelque chose qui devra être dans toutes les têtes, dans toutes les mémoires, pour qu'on puisse avancer. Et autre chose en ce moment qui est en train de tomber sur les DPE, l'obligation d'avoir un DPE qui s'abaisse en dessous de G à partir de 2025, de F à partir de 2028 et de E à partir de 2034, oui, sauf qu'on n'a pas réussi à le faire sur les résidences principales au niveau urbain, et maintenant on l'impose au niveau touristique. Eh ben, ça va être une catastrophe parce que c'est irréalisable, il n'y a pas les bras, il n'y a pas les entreprises, il n'y a pas les architectes et les maîtres d'œuvre pour réaliser tout cela. Donc,
oui, pour être vertueux, mais de grâce, restons pragmatiques parce qu'on a perdu la tête. Bon, merci. Merci. Allez, Camille, un dernier mot pour Camille. Un mot de la fin, parce que sur la table ronde d'avant, il était question du modèle touristique face aux autres modèles. En fait, je pense qu'il y a un vrai enjeu de réinterroger le modèle touristique au regard des autres modèles. Ça, c'est un point hyper important. Il n'y a pas la machine touristique qui va continuer, qui va devenir vieillissante d'un côté, puis des activités économiques émergentes. Il y a bien un enjeu de transiter notre modèle touristique aussi, clairement. Et vous parliez de responsabilité, et je pense qu'être responsable aujourd'hui, c'est faire des choix, clairement. Et faire des choix, c'est renoncer. Et je pense que renoncer ne doit plus être un gros mot. Et clairement, c'est aussi, de coup, prendre des décisions politiques courageuses, parce qu'en renonçant, on va initier des démarches qui seront vertueuses. Et même si aujourd'hui, c'est un gros mot, et même si les élus, parfois, on n'est pas d'accord là-dessus, eh bien, c'est quand même des idées de fond qu'il faut pousser, parce que c'est clairement la clé et la solution. Merci à tous les deux. Merci Jean-Luc, merci. Oui, parce que tu as dit que c'était la dernière table ronde, mais pas du tout. Il y en a une derrière. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, mais là, on va avoir des bonnes nouvelles, puisque on va avoir un coup de jeunes, je dirais, ou enfin, en tout cas des start-up